Paris, 9 décembre 2024, 6h47 du matin. Le palais de l'Élysée somnolait encore, enveloppé d'un silence solennel seulement troublé par le bruit régulier des semelles de sécurité sur le marbre glacé. Dans son bureau perché au 3e étage, Sébastien Lecornu, Premier ministre depuis exactement 106 jours, fixait l'avenue des Champs-Élysées, une main autour d'une tasse en fine porcelaine de Sèvres, un cadeau présidentiel offert avec le sourire trompeur de la nomination. Ce qu'il ignorait, c'est qu'un coup de fil programmé dans pile 3h13 allait pulvériser bien plus que sa routine matinale. C'était le sort entier de la République française qui allait vaciller. Ce matin-là, pourtant, rien ne semblait annoncer la tempête. Réveil à 5h30, actualité en rafale, briefing éclair et arrivée millimétrée dans son cocon blindé à l'Élysée. Une mécanique bien huilée. Mais ce 9 décembre n'avait rien d'un matin ordinaire. Car aujourd'hui, le Parlement allait trancher. Et Lecornu, malgré sa contenance impeccable, savait pertinemment que le couperet tomberait. Les chiffres étaient implacables. 78% des élus s'apprêtaient à voter sa perte. La fin était programmée. Restait à savoir comment elle allait commencer. Alors qu'il ajustait sa cravate devant le miroir de son bureau, prêt pour le rituel immuable de 7h du matin dans le salon doré de l'Élysée, Sébastien Lecornu sentit une vibration discrète au creux de sa veste Hermès. Un frisson le traversa. Sur l'écran de son Samsung, un simple numéro inconnu. Rien de plus banal. Et pourtant, ce matin-là, ce détail résonnait comme une anomalie. Selon tous les protocoles de sécurité, il aurait dû ignorer l'appel. Mais une intuition étrange, presque animale, l'incita à décrocher. Comme si son inconscient avait anticipé ce moment depuis des jours. « Oui », répondit-il d'une voix lasse, mais soudainement en alerte. À l'autre bout, une voix d'homme, familière sans être reconnaissable, avec cet accent du sud-ouest, léger mais net. « Monsieur le Premier ministre, écoutez-moi bien. Ce que je m'apprête à vous révéler pourrait bouleverser la décision que vous êtes sur le point de prendre. » Dans exactement 3h13. Un silence. Pesant. Inquiétant. Le genre de silence qui ne précède jamais rien d'anodin. Le cœur de Lecornu fit un bond. Ce n'était pas un simple coup de fil anonyme, c'était une gifle glaciale portée à la réalité. Son interlocuteur connaissait non seulement les détails confidentiels de son agenda, mais aussi l'heure précise du vote de confiance. Une précision chirurgicale. « Mes enfants, qui êtes-vous? Que cherchez-vous exactement? Et surtout, comment avez-vous eu cette ligne ?» lança-t-il, à la fois sur la défensive et piqué au vif. La réponse tomba, calme, presque trop posée pour ne pas être calculée. « Mon identité n'a aucune importance, monsieur le Premier ministre. Ce qui compte, c'est ce qui s'est dit hier soir, à huis clos, à Dinard. Marine Le Pen a eu une réunion très privée avec son état-major, et elle détient désormais une vérité sur vous. Une vérité que vous-même ignorez, et que vos fidèles collaborateurs ne connaissent pas davantage. » Un frisson remonta l'échine de Lecornu, comme un courant d'air glacial venu d'un couloir oublié. Le silence récent de Le Pen, si inhabituel, prenait soudain un tout autre sens. Elle, toujours prompte à s'indigner, à attaquer, à s'emparer de la moindre faille. Et là, rien. Pas un mot. Une tranquillité suspecte, presque calculée. Lecornu raffermit sa voix, posant les pieds dans cette tempête soudaine. « Je vous écoute. Continuez. »« Dites-moi, monsieur le Premier ministre, êtes-vous certain de comprendre la véritable raison de votre arrivée à Matignon il y a précisément 3 mois et 15 jours ? Ce n'était ni la reconnaissance de votre passage à la Défense, pourtant solide et saluée, ni votre fidélité sans faille au chef de l'État. La vérité est plus froide, le calendrier. » Emmanuel Macron savait, au jour près, qu'une tempête politique éclaterait à ce moment exact. La phrase s'abattit sur Lecornu comme un marteau. Un souvenir remonta aussitôt. Cet échange feutré dans le bureau présidentiel, ce regard appuyé, étrange, presque lourd de non-dit. À l'époque, il n'y avait vu qu'une tension passagère. Maintenant, il y lisait autre chose. Un malaise, presque un remords. « Expliquez-vous, dit-il.
la main crispée sur le bord de son bureau en acajou. « Je parle d'un choix cynique, monsieur Lecornu. Votre nomination n'était pas une récompense, c'était un mécanisme. Tout était anticipé, calculé, verrouillé. Le président vous a placé là en sachant que lorsque la crise sera prête, vous seriez celui qu'on montrerait du doigt. À l'Élysée, vous étiez destiné au rôle du sacrifice. » Les doigts de Lecornu commencèrent à frémir, comme si le doute s'était infiltré jusque dans ses nerfs. Son regard se posa machinalement sur l'horloge suisse suspendue au mur, tic-tac impitoyable qui le ramenait à l'inéluctable. Dans 3 heures et 8 minutes, il se tiendrait face à l'Assemblée, pour un vote dont l'issue ne faisait aucun doute. Tous les chiffres le disaient. Il allait être balayé. « J'en veux la preuve », lança-t-il d'un ton soudain plus sec, plus tranchant. « D'ici 5 minutes exactement, ouvrez votre messagerie professionnelle », répondit la voix. « Vous y trouverez un fichier audio, une conversation enregistrée entre Emmanuel Macron et Alexis Kohler, son conseiller spécial. Date 2 septembre, 20 heures précises. Lieu, bureau présidentiel, juste avant que votre nom ne soit annoncé. Écoutez bien, chaque mot est une pièce du puzzle. Puis, silence. La ligne se coupa net. Lecornu resta figé, le téléphone toujours dans la main, fixant cet écran noir qui renvoyait un reflet anxieux, presque méconnaissable. Son cœur cognait si fort qu'il couvrait le silence autour de lui. Qui était ce mystérieux interlocuteur ? Comment avait-il mis la main sur de telles informations, si sensibles qu'elles ne devaient exister que dans les murs feutrés du pouvoir ? Et surtout, disait-il vrai ? Pile à la 5e minute, fidèle à la promesse mystérieuse, un mail tomba dans la messagerie ultra sécurisée du gouvernement. L'expéditeur ? Une adresse codée, froide et inconnue. xx@protonmail.com. Lecornu, la gorge nouée, cliqua sur la pièce jointe. Ses mains tremblaient désormais sans détour. Dans ses écouteurs, la voix bien trop reconnaissable d'Emmanuel Macron jaillit. « Alexis, la situation est sur le point d'exploser. Dans 3 mois maximum, la crise économique va s'aggraver, la rue va gronder de nouveau et l'opposition va nous encercler. Il nous faut quelqu'un de loyal, oui, mais surtout jetable. Un premier ministre de rechange que l'on pourra sacrifier sans scrupule. » Lecornu coche toutes les cases. Une pause. Puis la voix hésitante d'Alexis Kohler se fit entendre. « Monsieur le Président, n'est-ce pas un peu brutal ? Il vous a toujours soutenu, même dans les moments les plus critiques. C'est l'un des rares qui n'a jamais douté de vous. Alexis, la politique n'est pas une colonie de vacances. Ce n'est pas un jeu d'amitié, ni une question d'affection. Quand le navire tangue, on jette ce qui peut faire contrepoids. Lecornu finira par comprendre. Et s'il ne comprend pas, tant pis pour lui. Mais enfin, on est en train d'instrumentaliser un homme droit. Non, Alexis, on gouverne. Et parfois, pour maintenir la République debout, il faut accepter de se salir les mains. Il aura eu son moment de gloire. Premier ministre de France, même brièvement, c'est déjà une ligne que la majorité n'atteindra jamais. D'un geste sec, Lecornu arracha ses écouteurs, le souffle court, les doigts crispés, envahis non plus par la peur, mais par une rage brute, viscérale, brûlante. 3 mois de sacrifice, de journées interminables de 18 heures, de fidélité sans faille, d'obéissance même dans le doute. 3 mois à avaler des décisions qu'il n'aurait jamais signées de lui-même. Et pourquoi ? Pour se faire jeter comme un pion usé dans une partie d'échecs truquée. Il se redressa, quittant son fauteuil de ministre comme on quitte une illusion, et se mit à arpenter la pièce en long et en large. Le claquement sec de ses chaussures italiennes résonnait dans son bureau au parquet noble, comme une batterie de guerre intérieure. La colère montait, noire, impitoyable, étouffante. Il s'en voulait, d'avoir cru, d'avoir suivi, d'avoir pensé, ne serait-ce qu'un instant, que Macron pouvait être digne de confiance. Il leva les yeux vers l'horloge. Moins de 3 heures avant d'entrer dans l'arène parlementaire, face aux objectifs, aux micros, à la nation tout entière. Mais plus rien n'était comme avant. L'homme qui irait là-bas n'était plus le soldat loyal prêt à tomber la tête haute. C'était un homme trahi, un homme brisé.
Un homme décidé à rendre les coups. Son téléphone gouvernemental vibra soudain. L'écran afficha ce nom qu'il ne pouvait plus lire sans dégoût. Président de la République, Emmanuel Macron. « Sébastien, mon vieux camarade, prêt pour le grand saut? Je sais que ce sera rude, une matinée pas comme les autres. Mais rappelle-toi, on est ensemble là-dedans. Si le navire coule, on coule tous les deux. » Le cornu inspira profondément, masquant le feu sous la glace. « Plus près que vous ne l'imaginez, monsieur le président. » Excellent. Quoi qu'il arrive tout à l'heure dans l'hémicycle, sache que tu as, comme toujours, mon soutien plein et entier. Je serai dans la tribune présidentielle pour vous apporter tout mon soutien. Évidemment, répondit le cornu, le ton tranchant comme de la glace. Votre soutien, total et inconditionnel. Quelle constance! Il raccrocha sans un mot de plus, puis se laissa tomber sur son fauteuil. L'ordinateur portable s'ouvrit dans un clic sec. Mais ce qu'il tapa ce matin-là n'avait rien à voir avec le discours millimétré, coécrit avec ses conseillers la veille. Ce n'était pas le texte d'un chef de gouvernement acceptant son sort avec grâce. Non. Ce qu'il écrivait désormais, c'était une bombe politique. Une déclaration conçue pour secouer les murs même de la République. À 8h30 tapante, Pierre Dubois, son directeur de cabinet, poussa discrètement la porte après avoir frappé. « Monsieur le Premier ministre, souhaitez-vous de l'aide pour relire votre allocution? L'équipe communication est prête à intervenir pour les dernières retouches. » Le cornu leva lentement la tête, l'œil fixe, incisif. « Pierre, depuis combien de jours exactement êtes-vous à mon service? »« Depuis votre entrée en fonction, monsieur, 3 mois et 15 jours. »« Et avant, vous faisiez quoi? » « J'étais au sein du cabinet personnel du président Macron. » Voilà, c'est bien ce que je pensais. Le cornu se leva lentement, puis s'approcha de la large baie vitrée dominant les jardins parfaitement taillés de l'Élysée. Les mains croisées dans le dos, il laissa s'installer un silence pesant, presque théâtral. « Dites-moi, Pierre, il y aurait-il par hasard des petites choses que j'ignore encore? Des consignes glissées en douce par le président? Des secrets que vous étiez censé garder pour vous, bien au chaud dans la poche intérieure de votre veste? » Le visage de Pierre vira au gris, et ses mains, soudain mal assurées, trahirent une nervosité qu'il ne maîtrisait plus. Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur le Premier ministre. »« Mais si, Pierre, vous voyez parfaitement, » répondit le cornu, se retournant lentement, les yeux brillants d'une colère glaciale, presque chirurgicale. « Tenez-vous bien. Vous allez retourner dire à votre vrai patron que son scénario si finement ficelé vient de prendre un virage inattendu. Je ne jouerai pas le rôle du fusible sacrificiel. Je ne suis pas l'agneau muet qu'on envoie à l'abattoir avec un sourire. Je vous en prie, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas ce que... Dehors, maintenant, et transmettez à monsieur Macron que la matinée ne se passera pas exactement comme il l'avait planifié. Il risque même de s'en souvenir longtemps. Seul, enfin, avec le silence pour unique témoin, le cornu s'était remis à taper. Le discours prenait forme, mot après mot, mais rien à voir avec la version aseptisée préparée avec ses spin doctors. Ce texte-là n'avait pas été pensé pour sauver sa carrière, mais pour l'achever proprement, par choix. Il savait qu'en franchissant cette ligne, il brûlait tous les ponts. Mais à cet instant, l'idée de revenir en arrière lui semblait dérisoire. Après 3 mois à jouer un rôle écrit par d'autres, à avaler mensonges et trahisons, il ne voulait plus mentir. Il voulait tout balancer. Brut. Authentique. À 9h45, exactement un quart d'heure avant que les portes de l'Assemblée ne s'ouvrent, le téléphone sonna de nouveau. Même voix, même ton calme, même anonymat. « Monsieur le Premier ministre, j'espère que vous avez bien écouté l'enregistrement que je vous ai transmis. Je l'ai écouté, en boucle. Maintenant, j'exige de savoir qui vous êtes, » répondit le cornu, la voix chargée d'une énergie nouvelle. « Je suis de ceux qui croient encore que les citoyens de ce pays ont le droit de connaître les manigances de ceux qui les gouvernent. De ceux qui en ont assez de voir des hommes droits transformés en marionnettes pour servir des jeux de pouvoir minables. Et surtout, de ceux qui refusent de regarder la démocratie se faire piétiner sans rien dire. Pourquoi moi? Pourquoi m'aider? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir?
Parce que vous, monsieur le Cornu, vous avez encore une carte en main. Ce luxe, beaucoup ne l'ont plus. Soit vous devenez le figurant silencieux que Macron veut que vous soyez, soit vous vous levez, vous parlez et vous rendez sa voix au peuple. Alors, c'est quoi votre choix? Il me reste une dernière pièce, sans doute la plus explosive de toutes, dit la voix. Dans 10 minutes pile, surveillez votre boîte mail. Vous allez recevoir un autre fichier. Quel genre de fichier? Demanda le Cornu, la gorge nouée par un mélange d'appréhension et de dégoût. L'enregistrement intégral d'une petite conversation nocturne entre Macron et Marine Le Pen. Hier soir, 23 heures tapantes. Un frisson le traversa. Un marché, voilà ce que c'est. Un deal discret et sordide. Marine accepte de ne pas déposer de motion de censure ce matin et en échange, elle obtient des concessions nettes, claires, signées sur les questions d'immigration et de sécurité. En surface, Macron vous laisse tomber. Mais dans les coulisses, il verrouille la survie de son gouvernement. Vous êtes la victime visible, le pion brûlé. Et le système, lui, reste debout. Le téléphone raccrocha brutalement. Le Cornu, figé, restait là, hébété. Macron et Le Pen, une alliance de l'ombre, un pacte si tordu que même ses pires scénarios ne l'avaient pas anticipé. 10 minutes plus tard, l'email tomba, comme annoncé. Le fichier était plus court que le précédent, mais chaque mot était une gifle. Macron, d'une voix lasse mais tranchante, « Marine, demain on a besoin de votre silence stratégique. L'équilibre politique en dépend. » Le Pen, froide comme une lame. « Et qu'est-ce que j'obtiens en échange de mon silence? » Nous nous engageons à traiter sérieusement vos propositions sur l'immigration et les contrôles aux frontières. En commission, en débats officiels. Du concret. Et le Cornu dans tout ça? Il tombera publiquement, comme convenu. Vous aurez votre trophée médiatique. Vous pourrez dire au peuple que vous avez fait tomber le gouvernement. Mais en réalité, c'est juste lui qu'on lâche. Le reste tiendra. Parfait. Dans ce cas, le RN s'abstiendra. Ni oui, ni non. Ce qui vous suffit pour vous maintenir à flot. Merci, Marine. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Le Cornu referma violemment son ordinateur, les mâchoires serrées, la fureur désormais en pleine ébullition. Il venait de tout comprendre. Non seulement Macron l'avait vendu comme un pion de seconde main, mais pire encore, il avait pactisé avec l'ennemi juré de la République. Une alliance nauséabonde, scellée dans son dos, où sa loyauté était troquée comme une monnaie sale. Tout cela pour préserver un équilibre de pouvoir fragile et corrompu. Son regard se tourna vers l'horloge. 2 minutes. 2 petites minutes avant de franchir le seuil de l'hémicycle et d'ouvrir un chapitre totalement imprévu de l'histoire politique française. Il prit son téléphone personnel, composa un message bref et l'envoya en simultané à tous les grands médias du pays. Le Figaro, Le Monde, Libération, BFM TV, LCI, France Inter. Conférence de presse exceptionnelle immédiatement après le vote de confiance. Divulgation capitale sur la crise politique en cours. Accès réservé. Document à l'AFP. Il enfila sa veste, rajusta calmement sa cravate et sortit, un discours explosif en main, le cœur martelant comme un tambour de guerre, mais la tête froide comme jamais. Dans l'enceinte solennelle de l'Assemblée, l'ambiance était électrique. Tous les sièges étaient occupés, 577 députés présents, un événement presque mythique dans la vie parlementaire française. Les caméras étaient braquées, les flashs en embuscade. Et tout là-haut, dans la galerie présidentielle, Emmanuel Macron observait la scène, confiant, croyant que tout se déroulait selon son petit plan parfaitement huilé. Le Cornu s'avança lentement vers la tribune. Un silence pesant s'installa. Il balaya la salle du regard. D'abord Macron, puis les députés, puis les objectifs qui filmaient en direct pour des millions de Français, et bien au-delà. « Mesdames et messieurs les députés », dit-il d'une voix claire, calme, d'une maîtrise implacable. « Je ne suis pas ici pour défendre un exécutif déjà condamné. Je suis ici pour faire ce que personne n'osait faire. Lever le voile sur une machination, une trahison glaciale orchestrée par les plus hautes sphères de l'État. » L'effet fut immédiat. Une onde de stupeur secoua l'Assemblée comme une déflagration. Ce discours-là n'était pas prévu. Pas dans les fiches,
pas dans les scénarios. Dans la galerie, Macron se redressa brusquement, figé, le teint blême, son masque présidentiel se fissurant sous la tension. « Il y a 3h13 exactement, j'ai reçu un appel. Un appel qui a tout changé. Ce jour-là, j'ai compris que ma nomination n'était pas une reconnaissance, mais une condamnation camouflée. J'ai compris que le président de la République m'avait utilisé comme fusible sacrificiel dans une crise qu'il savait inévitable. Et je refuse d'être cet homme-là. » L'hémicycle éclata. Certains députés hurlaient, d'autres tapaient des mains à s'en faire mal. Les caméras crépitaient. L'histoire venait de basculer, et tout le monde le savait. « Et ce n'est pas tout, mesdames et messieurs les députés, » lança le cornu, sa voix découpant le vacarme ambiant avec une précision chirurgicale. « Ce matin, j'ai également pris connaissance d'un pacte honteux conclu en catimini hier soir entre le président de la République et Mme Marine Le Pen. Oui, un accord de coulisses garantissant que le Rassemblement national s'abstiendrait lors de ce vote, à condition d'obtenir des concessions bien concrètes sur l'immigration. Cette fois, ce fut Marine Le Pen elle-même qui blêmit. Assise, figée, elle lança un regard assassin vers Macron, comprenant en un éclair qu'elle aussi avait été instrumentalisée et trahie, et que leur arrangement secret venait d'être jeté en pâture à la nation. « Voici la preuve !» poursuivit le cornu, en brandissant une clé USB comme une arme politique. « Ces enregistrements, intégraux, non coupés, seront transmis à l'ensemble de la presse, en France comme à l'international. Car le peuple mérite la vérité. Il a le droit de savoir comment ses dirigeants jouent à la démocratie comme on joue une partie de poker truquée. » Dans l'hémicycle, c'était devenu incontrôlable. Richard Ferrand, président de l'Assemblée, frappait son marteau dans un effort pathétique pour calmer le tumulte. En vain. La salle était devenue un champ de ruines verbales. Le cornu, implacable, fixa Macron droit dans les yeux depuis la tribune. « Monsieur le Président, vous m'avez trahi. Trahi d'une manière si vile qu'elle dépasse toutes les limites de la lâcheté politique. Vous avez foulé aux pieds la confiance que je vous avais accordée. Vous avez piétiné nos valeurs communes. » Et sans attendre le moindre vote, il quitta la tribune, la tête haute. Il savait que c'était la fin de sa carrière, mais aussi le début de sa libération. Dans les couloirs résonnants de marbre, son téléphone vibra. La même voix, mystérieuse, familière maintenant. « Bravo, monsieur le cornu. Vous venez de poser l'acte le plus audacieux de toute votre vie politique. Alors dites-moi, qui êtes-vous, bon sang ?» demanda-t-il une dernière fois. « Je suis de ceux qui, dans l'ombre, défendent encore les vraies fondations de la démocratie française. Et grâce à votre courage aujourd'hui, une victoire essentielle vient d'être remportée contre la corruption du pouvoir. Et maintenant, que va-t-il se passer? Maintenant, vous allez rentrer chez vous avec la certitude d'avoir sauvé ce qui compte vraiment, votre honneur, votre droiture. Et peut-être que ce soir, la France ouvrira enfin les yeux. Peut-être qu'elle comprendra qu'elle mérite mieux que des stratèges cyniques qui déplacent la démocratie comme on manipule des pions sur un échiquier. Le cornu franchit les portes de l'Assemblée nationale, accueilli par une avalanche de flashs, des dizaines de micros tendus, des caméras braquées sur lui comme sur une star déchue, ou un homme libre. Il ne répondit à rien. Il n'en avait pas besoin. Son sourire tranquille parlait à sa place, un sourire qui disait « Je n'ai plus peur ». Ce soir-là, depuis son appartement du 7e arrondissement, le cornu regardait les chaînes d'infos défiler. L'onde de choc de son discours balayait Paris comme un séisme démocratique. Macron, acculé, subissait une pression sans précédent. Marine Le Pen, elle, tentait péniblement de désamorcer le scandale, de nier, de fuir. Trop tard. L'opposition, unie pour une fois, hurlait en chœur une même exigence. Élection présidentielle anticipée. Son téléphone vibra. Un message. Un seul, mais le plus important. « Papa, je suis fier de toi. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu es redevenu le père que j'ai toujours admiré. » Pour la première fois depuis sa nomination, le cornu sourit. Un vrai sourire. Pas celui qu'on affiche face aux caméras, non. Un sourire qui vient de l'intérieur.
Il avait tout perdu, sauf l'essentiel, son intégrité, son humanité et le respect de lui-même. 3 heures plus tôt, un simple appel avait fait basculer son destin, et peut-être aussi celui du pays. Parfois, ce qu'une nation attend, ce n'est pas un héros, ni un sauveur, mais juste un homme, un seul, qui ose dire non, qui ose dire vrai. Et ce soir-là, dans les rues de Paris, ils étaient des milliers à le chanter. « Le cornu, celui qui a dit la vérité! Le cornu, héros de la République! » L'histoire mentionnera sans doute que Sébastien Lecornu n'a occupé Matignon que 3 mois et 15 jours. Une parenthèse à l'échelle d'un mandat. Mais ce dont elle se souviendra surtout, c'est qu'en l'espace de 3 petites heures, il a bouleversé le récit national. Il a frappé au cœur du système, réveillé une démocratie fatiguée et redonné au peuple ce qu'on lui avait subtilisé, l'espoir. Tout ça, déclenché par un simple coup de fil venu de nulle part, d'un inconnu qui croyait encore, folie rare à ce niveau, que vérité et intégrité pouvaient tenir tête aux mensonges institutionnalisés. Et cette nuit-là, alors que les toits de Paris vibraient encore des échos d'un scandale historique, Lecornu s'endormit pour la première fois sans ce poids écrasant dans la poitrine. Il n'était peut-être plus Premier ministre. Il ne serait peut-être plus jamais un homme politique. Mais il était redevenu un homme libre. Car l'appel avait bien tout changé. Mais au fond, ce n'était pas le destin qui avait décidé. C'était lui. Et lui seul. Lecornu n'avait pas subi l'histoire. Il l'avait réécrite. Mais l'histoire, elle, n'avait pas dit son dernier mot. 3 jours seulement après la déflagration provoquée par Lecornu, la France entière semblait avoir pris feu. Des cortèges en furie battaient le pavé dans toutes les métropoles. De Marseille à Lille, de Lyon à Bordeaux, les rues vibraient d'un même cri. Sur les réseaux sociaux, un nom trônait en tendance mondiale. #Lecornu héros. Partout, l'explosion de colère et d'admiration était palpable. À l'Élysée, l'ambiance était tout autre. Emmanuel Macron tournait en rond comme un lion en cage, pendant que ses conseillers s'agitaient dans tous les sens, cherchant à colmater les brèches d'un navire en train de couler. Les chiffres des sondages étaient sans appel. Chute libre de 18 points en à peine 72 heures. Du jamais vu sous la Ve République. Comment ces enregistrements ont-ils pu fuiter? Rugit Macron, le regard injecté de panique, en direction d'un Alexis Kohler blême, presque méconnaissable. Monsieur le Président, nous avons tout vérifié. Système, serveur, accès restreint. Il y a forcément une taupe, et pas n'importe laquelle. Quelqu'un placé très, très haut dans la chaîne. Un silence lourd s'installa. Pour la première fois, le pouvoir tremblait de l'intérieur. Pendant ce temps, loin du tumulte de l'Élysée, dans un discret appartement niché dans les ruelles du Marais, l'homme à la voix qui avait tout déclenché observait les chaînes d'infos avec un calme glacial. Il s'appelait en réalité Jean-Claude Marneau, ancien numéro 2 de la DGSE, mis sur la touche bien trop tôt pour avoir osé dire non. Non à des opérations qu'il jugeait indignes, contraires à ce que devrait être une république. Depuis 3 ans, Marneau jouait une autre partie, bien plus risquée, celle de la vérité. Il avait accumulé patiemment, méthodiquement, des preuves accablantes. Corruption systémique, manipulation d'État, réseau d'influence. Et ce que la France avait vu ces derniers jours n'était qu'un avant-goût. Lecornu n'était pas un hasard. Marneau l'avait ciblé après une longue analyse. Un profil rare, droit, fidèle mais pas naïf et surtout capable de dire non quand l'heure viendrait. Son téléphone vibra. Un nom s'afficha. Catherine Morin, sénatrice influente, présidente de la commission d'enquête parlementaire sur les défaillances institutionnelles. Jean-Claude, on vient de recevoir une demande officielle. Lecornu veut témoigner, sous serment. Il dit qu'il a encore des choses à révéler. Il parle de quoi? D'accord sur les ventes d'armes, de pots de vin dissimulés, de caisses noires pour financer des campagnes. Si ce qu'il avance est vrai, alors on est sur le point de faire sauter toute la machine. Marneau se redressa lentement.
Le sablier de la République venait peut-être de se renverser. Cette nuit-là, impossible pour le cornu de fermer l'œil. Dans le calme de son appartement parisien, il relisait, retouchait, peaufinait chaque mot de ce qui allait devenir l'un des témoignages les plus explosifs de la Ve République. Il savait pertinemment que ce qu'il s'apprêtait à dire allait sceller le cercueil de sa carrière politique. Mais la vérité, toute la vérité, méritait d'être dite, sans détour, sans retenue. Il repensa à son parcours, cette trajectoire fulgurante, élu à 32 ans, propulsé ministre à 35 et nommé premier ministre à peine 4 ans plus tard. Aujourd'hui, à même pas 40 ans, il s'apprêtait à mettre le feu à ce système qui l'avait fabriqué. Ironique, tragique, héroïque. Soudain, son téléphone vibra. Un simple message, mais qui changeait tout. Signé du général Pierre Langlade, compagnon d'armes discret mais redoutablement bien informé. « Sébastien, j'ai vu ton discours. Il faut qu'on parle. J'ai des preuves sur le contrat australien. Des choses graves. Des choses que Macron a dissimulées au Parlement. » Le cornu ferma les yeux. Des souvenirs refirent surface. Des réunions confidentielles au ministère de la Défense, des signatures furtives, des clauses opaques, des virements suspects. À l'époque, il avait des doutes. Maintenant, il savait. Au petit matin, il s'éclipsa discrètement vers un café modeste du 15e arrondissement. Le général était déjà là, visiblement tendu, jetant des coups d'œil nerveux autour de lui. Il n'attendit pas pour parler. « Ce que je vais te confier peut nous ruiner tous les deux, » dit-il en déposant une clé USB sur la table. « Mais après ce que tu as osé faire à l'Assemblée, je sais que tu es prêt à aller jusqu'au bout. »« Montre-moi ce que tu as, » dit le cornu, d'un ton sec, sans artifice. Langlade s'exécuta, inséra la clé USB dans son ordinateur portable, puis ouvrit un dossier. Ce qu'il révéla donna froid dans le dos. « Voici les vraies données du contrat australien, » murmura-t-il. « Regardez bien ces lignes. Celle-ci, par exemple, 50 millions d'euros, non déclarés, transférés sous forme de commission. Maintenant, regardez qui les a reçus. » Les yeux de Le Cornu se figèrent. Dans la liste des bénéficiaires, plusieurs noms familiers, tous issus du cercle rapproché de Macron. Et certains, sans surprise, avaient également alimenté les caisses de sa campagne. « Seigneur, souffla-t-il, tu sais ce que ça implique ? Évidemment. Ça prouve que l'Élysée a détourné des fonds publics, maquillé des contrats d'armement pour financer un réseau politique parallèle. Et toi, Sébastien, tu étais censé être au courant. En tant qu'ex-ministre de la Défense, tu étais censé tout savoir. Mais je n'ai jamais vu ces pièces, ils m'ont tout caché. Justement, c'est pour ça que ton témoignage est crucial. Pour montrer à quel point ils t'ont tenu à l'écart, tout en préparant ton sacrifice public. 48 ans plus tard, le cornu prêtait serment devant la commission sénatoriale. L'hémicycle était rempli, les chaînes info retransmettaient en direct, les réseaux sociaux s'enflammaient. La France entière retenait son souffle. Il leva les yeux vers les sénateurs et parla. « Mesdames et messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui risque de provoquer un séisme institutionnel. Mais la démocratie française ne mérite plus d'être emmurée dans le mensonge. Pendant plus de 3 heures, le cornu déroula l'enfer, un système complexe de corruption d'État. Contrats truqués, pots de vin camouflés, transferts occultes, sociétés offshore, rien n'y manquait. Il présenta des documents accablants, des extraits audio, des noms, des montants. « Le président de la République, » déclara-t-il d'un ton implacable, a transformé la fonction suprême en centrale de financement illégal pour son parti. La République aujourd'hui est prise en otage. À l'Élysée, la tension était irrespirable. Macron, debout devant un écran, suivait le témoignage du cornu en direct. Les portes de son bureau claquaient sans cesse, chaque conseiller apportant une nouvelle pire que la précédente. « Monsieur le Président, » annonça le directeur de cabinet, « le procureur vient de lancer une enquête préliminaire et l'opposition, elle dépose une motion de destitution. » Macron ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha lentement de la fenêtre, là où les slogans résonnaient. « Macron, démission !» 2 jours, peut-être 3. Et tout s'effondre, murmura-t-il, les yeux dans le vague.
Vous avez mal jugé le cornu, ajouta son conseiller. Vous avez parié qu'il courberait l'échine. Mais vous avez oublié que certains préfèrent brûler que trahir leurs principes. Le soir même, chez lui, le cornu était submergé de messages. Des milliers de citoyens, des maires de village, des magistrats, même des journalistes d'habitude cyniques. Tous saluaient son courage. Mais un message fit couler ses larmes. Celui de sa mère, 78 ans. « Mon fils, tu as levé la tête quand tant d'autres se seraient tus. Tu as choisi l'honneur plutôt que les honneurs. Ton père aurait été si fier de toi. » Pendant ce temps, dans un coin discret de Paris, Jean-Claude Marneau, l'ancien agent de l'ombre, fixait l'écran satisfait. Son plan avait dépassé toutes ses espérances. Le cornu n'avait pas seulement dénoncé la trahison, il avait enclenché une onde de choc politique. Il attrapa son téléphone, composa un numéro. « Le moment est venu qu'on se parle de vive voix. Qui êtes-vous, au fond? » « Celui qui vous a réveillé il y a une semaine. Et je crois que l'histoire qu'on écrit ensemble ne fait que commencer. » Le soleil perçait timidement à travers les rideaux poussiéreux d'un bistrot oublié de Belleville. C'est là, loin des caméras et du tumulte, que le cornu et Marneau se croisèrent pour la toute première fois. Le vieil agent de l'ombre, la soixantaine tranquille, portait son âge comme une médaille. Regard d'acier, visage marqué mais digne, voix grave et posée. « Pourquoi moi ?» lança le cornu, les sourcils froncés. « Parce que vous étiez la pièce maîtresse, » répondit Marneau. « J'ai étudié chaque virage de votre carrière, chaque vote, chaque prise de parole. Vous étiez incorruptible. Et surtout, vous étiez au cœur du système. Personne d'autre n'aurait pu briser le silence aussi fort que vous. »« Et maintenant ?» demanda le cornu, comme si le vertige le rattrapait. « Maintenant, on ne lève plus le voile. On l'arrache. Ce que vous avez dévoilé n'était que le prologue. Il reste des tiroirs pleins de secrets, des pactes inavouables, des vérités étouffées. La France a droit à l'éclairage complet. » Le cornu planta son regard dans celui de Marneau entre défi et gratitude. « Vous savez que je suis grillé à jamais en politique. Je ne remettrai plus jamais un pied dans un hémicycle. »« Et est-ce vraiment un problème ?» murmura Marneau presque amusé. Un silence. Puis un demi-sourire. « Non. En fait, c'est même une forme de libération. Je me sens vivant. » Parfait. Alors on continue. Pas pour une carrière, mais pour la République. Pour ceux qui n'ont pas de voix. Pour que plus personne ne puisse étouffer la vérité. Et c'est ainsi que débuta la nouvelle existence de Sébastien le Cornu. Non plus en costume-cravate sous les dorures de la République, mais comme soldat anonyme de la vérité, nettoyeur des coulisses de la politique. L'appel mystérieux d'un matin de décembre, loin d'être une fin, était le point de départ d'une révolution invisible. Une révolution faite de justice, d'honnêteté et de courage.